Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et bonne journée à tous et à toutes, à tous les automobilistes et à tous leurs copains et copines. Salut mon ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Ça va ? Écoutez, ça va bien, d'autant qu'on va partir au sport d'hiver. Oui. Pendant cette émission, on va prendre la route pour grimper dans les stations. Voilà. Donc c'est le thème aujourd'hui, c'est normal, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont d'ailleurs sur la route, je pense qu'ils nous écoutent. Donc on va leur donner quelques conseils de conduite avisée s'ils arrivent à circuler sur la neige. Et puis tout à l'heure, on parlera chaîne. Ah. Et contrairement à ce qu'on peut dire, là où il y a de la chaîne, il y aura du plaisir. Non, les chaînes qu'on met sur les roues. Et vous allez apprendre plein de choses, parce que moi-même, en préparant l'émission, je pensais connaître le dossier et j'ai appris beaucoup de choses. En gros, est-ce qu'il faut vraiment mettre des chaînes quand on a des... Est-ce que toutes les voitures sont chaînables ? Et est-ce qu'on est tous enchaînés ? Exactement. Comme est-ce qu'il faut Johnny. mettre 2 chaînes, 4 chaînes, 6 chaînes, 8 chaînes ? Oui. Allez, on parle 400 voiture, chaînes, on moi parle c'est ce que j'ai à la maison. Ah ouais, mais ça c'est parce que vous avez une parabole. Oui, c'est ça. Non, vous savez pourquoi je vais bien aujourd'hui, puisque vous me posez la question. C'est parce que dans moins d'une semaine, ça y est, c'est Noël. C'est-à-dire que le vendredi soir, on va fermer nos yeux et le Père Noël va passer par la cheminée. Vous avez des petites idées de ce qu'il va vous apporter ou vous n'êtes pas sûr Oui, encore ? oui, je vais chercher un cadeau lundi. Ah, il vous livre lundi, vous ? Oui. Oh là 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 Oui, là. parce Il y que en a j'ai qu'on été dépasse sage partout, alors, hein. donc je suis livré à vous. Allez, c'est parti, ne perdons pas de temps. Avec évidemment la page Facebook de Sud Radio, vous pouvez nous retrouver et interagir en notre compagnie. J'embrasse déjà les premiers qui sont en train d'arriver. Et puis 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone à composer pour nous rejoindre en direct dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, on va prendre de la hauteur et on va aller rejoindre Franck Lagorce, ex-pilote de Formule 1, 10 participations en 24 heures du Mans, pilote du Trophée Andros pendant 10 ans. Waouh, ex-instructeur de pilotage sur glace à l'Alpe d'Huez. Dites donc, voilà, oui, non, mais on a du lourd. Et encore, on n'a pas tout mis parce que ça prendrait toute l'émission. Et Franck, bonjour Franck. Et bonjour Franck. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Ouais, il est les pieds dans la neige, il est à Andorre pour la deuxième manche du Trophée Andros. D'ailleurs, tiens Franck, avant de démarrer pour les conseils de conduite sur la neige, ça se déroule comment ce Trophée Andros ? On est à Andorre effectivement pour cette deuxième course, ça se déroule très très bien. Hier c'est Jean-Baptiste Dubourg qui s'est imposé avec sa Zoé électrique, puisqu'on a que des voitures électriques maintenant, 4 roues motrices directrices avec une équivalence de 350 chevaux sur la glace. Un spectacle pur, on va dire. Et puis il y a beaucoup de pilotes de nom, hein, puisque Romain Grosjean a participé aussi à cette manche hier. Il participera à la deuxième manche aujourd'hui, encore. C'est à quelle heure pour ceux qui nous écoutent et qui sont à côté ? Ça sera à partir de 16h et ils pourront nous rejoindre sur le site du Trophée Andros à partir de 17h30 pour justement suivre le live streaming. D'accord. Il y a de la neige, Franck ? Ah oui. Alors il y a beaucoup de neige. Il est tombé. Il faut savoir qu'ici, la semaine dernière, il est tombé 2 mètres de neige. 2 mètres de neige. C'est dingue cette année. Tous les parkings, toute la piste était recouverte par 2 mètres de neige, et avec l'équipe de Alex ici du circuit de Andorre, on a passé, puisque maintenant je ne cours plus, j'ai arrêté ma carrière, j'ai rejoint l'organisation de Max Mamers, et maintenant on a passé toute la semaine à retracer le circuit, à retracer les parkings, installer les camions. C'est chouette. Maintenant c'est un peu l'envers du décor et c'est très 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 sympa à vivre. Juste une question, Franck et Jean-Luc, on peut suivre le Trophée Andros sur le site évidemment du Trophée, mais est-ce qu'on peut le suivre sur un autre diffuseur ? Oui, bien sûr. Voilà. La suite, bien sûr, logique, c'est on est retransmis. Alors les courses, ça commence vers 17h aussi sur Canal. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Canal, sur les antennes. Donc voilà, ça c'est aussi un bon moyen de pouvoir suivre les courses. Bon, Franck, en tant que grand professionnel du pilotage et de la conduite sur glace et sur neige également, qu'est-ce qu'on peut donner ? Alors le premier conseil, il est bateau presque, je dirais aux gens, on lève le pied à partir du moment où on roule sur la neige, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil à donner ? Important. Il y a plein de conseils, Jean-Luc. C'est le problème dès que ça glisse. Alors,
il y a deux solutions. C'est soit on rentre dans sa coquille et on est terrorisé, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ou alors on devient un peu excessif et joyeux parce que ça glisse justement et on a envie d'en profiter. C'est un petit peu ces deux, cas-là. Ça peut, je serais plutôt dans le deuxième, cas de figure, moi. Quand ça glisse, j'adore. On se déchaîne pour répondre à votre question. C'est ça. Alors on ne va pas parler des pneus et des chaînes parce qu'on a une rubrique spéciale en fin d'émission où on abordera précisément ce thème-là, mais on va aborder plus le comportement de l'automobiliste. Alors déjà, ce qu'il faut, c'est avoir les mains positionnées sur le volant à 9h15. Ça, c'est très très important. Pourquoi 9h15 ? Parce que c'est là où on a le plus d'amplitude sur le volant. Si on doit avoir un réflexe, quand on a une main sur le volant ou qu'on en a une en haut ou une en bas, c'est très différent. Donc il faut avoir la bonne posture. Ensuite, donc on est d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est déjà être bien. Alors s'il y a un moment où il faut être bien installé au volant, c'est qu'on conduit justement sur la neige. On conduit sur la neige ou sur la glace, et donc il faut absolument se rapprocher du volant, mettre bien les mains à 9h15. Ça, c'est très important. Pourquoi se rapprocher du volant ? Parce qu'on a beaucoup plus de réactivité que si on avait les bras tendus. Ouais. Après, la chose importante, c'est d'avoir des mouvements très doux. Très, très doux. Donc rien de brusque, on ne saute pas sur les freins, on n'accélère pas fort, pas de coup de volant. Exactement. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire des fois. Des fois, quand on est surpris, il faut vraiment garder... Mais le seul conseil que je peux vous donner à propos de ça, c'est vraiment d'y penser. C'est-à-dire que on a quelque chose qui arrive devant, on ne freine pas fort. Si on freine fort, on tape tout de suite dans l'ABS, et là ça fait crac, 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 et ça ne s'arrête jamais. Alors pour pas taper dans l'ABS, il faut mieux freiner doucement, et la voiture va ralentir. Ça c'est la première chose. Accélérer doucement, parce que dès qu'on met de la vitesse roue, on patine, même si on a un bon système anti-patinage. Et enfin, quelque chose de très, très, très important, c'est de regarder loin. Très loin. Ouais. Vous toujours regarder très très loin pour anticiper, baisser la radio, n'écoutez pas la radio, et puis comment ça, écoutez pas la radio? Ouais, mais pour être vraiment concentré sur les sons, baissez la radio, la musique, et surtout si vous avez quelqu'un à côté, restez concentré. Dites-lui vous avez un autre moment pour parler. Vous avez d'autres moments pour parler. Et surtout les téléphones, on les met en position silencieux, et même avion, c'est-à-dire que là, pour le coup. Bon, Franck, même en admettant qu'on respecte tous ces conseils, qu'est-ce qu'il faut faire si on sent que l'avant de la voiture glisse? Après, on parlera de l'arrière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les voitures, alors surtout l'arrière, c'est plus embêtant. Pourquoi ? Parce que toutes les voitures aujourd'hui, elles sont conçues pour avoir des chocs qui sont plus importants par l'avant. D'accord. Donc une voiture telle qu'elle soit, elle est conçue pour pouvoir. Oui, vaut mieux que ce soit le nez qui tape plutôt que l'arrière de la voiture, c'est ça. Exactement. Donc ça c'est la première chose. Donc mais sur la neige, ça peut arriver qu'effectivement on perd l'arrière et puis c'est l'arrière qui tape, et là c'est plus embêtant, ça peut faire beaucoup plus mal et à la voiture et aux passagers. Donc ça c'est l'arrière, vaut mieux oublier. Et en général, les voitures de série sont faites aussi pour sous-virer. Donc sous-virer, ça veut dire en termes de pilotage, sous-virer, ça veut dire que c'est l'avant qui glisse. Et quand vous perdez l'avant, en l'occurrence, eh bien, il faut justement essayer de reprendre ce que je vous ai dit en B.A.B.A. Peut-être même lâcher les freins. Parce que si on a les roues qui ont tendance à bloquer quand on est dans l'ABS, il vaut mieux lâcher les freins, il vaut mieux remettre un coup de volant vraiment avec une certaine proprioception. Enfin, c'est de la finesse de pilotage, et c'est là que vous allez faire la différence. On ne surbraque pas, on est d'accord, si on arrive dans un virage, tourne les roues et ça va tout droit, ça sert à rien de braquer plus, au contraire même. Exactement, ça sent le vécu ça, Jean-Luc, non? C'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser faire et freiner doucement? Oui. Exactement. Alors après, vous avez plusieurs types de surface. Vous allez avoir un type de surface qui sera sur la glace, vive. Et là, malheureusement, même le meilleur pilote du monde, il n'y a rien à faire. Que ça soit l'un ou l'autre, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vous avez un poids, vous avez une loi physique qui s'appelle la gravité. Mais là, vous pouvez rien faire. La seule chose, c'est que plus vous arrivez vite moi, vous avez une chance de vous en tirer vivant. Exactement. Et Franck, après, quand vous voyez par contre que ça ne brille pas, pardon Jean-Luc, quand vous voyez que ça ne brille pas, là vous avez du grip, vous avez un peu plus d'adhérence, et c'est là qu'il faut aller. Et souvent, sur le bord de la route, eh bien vous avez beaucoup plus d'adhérence que sur le milieu de la route. Donc si vous allez tout doucement, vous pourrez mettre toujours 2 roues sur le bord de la route et longer tout doucement la route si vous voyez que c'est très verglacé. Tout ça parce que personne n'est passé dessus en fait. Il y a moins de voitures qui passent dessus sur le côté. Donc Franck, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, quand on est dans un SUV, même si on a 4 roues motrices, dans la descente, on est moins en sécurité que dans une berline à cause du poids.
Alors, à cause du poids. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes dans une descente, le mieux, c'est de rouler sur le frein moteur. Le frein moteur, c'est quoi? C'est j'enclenche la première, mais si c'est une boîte automatique, je passe en manuel. Si c'est une boîte manuelle, je reste en première, quand ça glisse beaucoup, hein, j'entends. Et vous n'accélérez pas, et vous ne freinez pas. D'accord. Mais en faisant ni l'une ni l'autre action, normalement, vous gardez la motricité dans une descente, et là, c'est beaucoup plus facile. Jean-Luc et Franck, j'ai une question pour vous dire, Franck Lagorce qui est notre invité pour parler de la conduite sur neige et verglas. Les voitures électriques et Bastien, on se posait la même question. La même question aussi. Alors le Trophée Andros aujourd'hui, il est en voiture électrique. Est-ce que c'est plus facile avec une voiture électrique sur la neige ou pas? C'est la même chose qu'une boîte automatique. Hein. Parce que c'est lourd en plus. Hein. Oui, c'est lourd, mais c'est la même chose avec une boîte automatique. Dans une descente, vous mettez la vitesse minimum, vous n'accélérez pas, vous freinez pas, vous êtes sûr d'être beaucoup moins embêté à 50%, et de garder la motricité, de garder avec le frein moteur. Et en plus, il y a beaucoup de régène. Vous savez, maintenant sur les voitures électriques. Régénération, oui. La régénération, donc quand vous levez le pied, ça recharge les batteries et en même temps ça freine le moteur. Vous avez plusieurs positions dans le type de voiture électrique que vous avez maintenant. Donc là aussi c'est un vrai plus. Donc oui, la voiture électrique n'est vraiment pas un inconvénient. Que ça plaise ou que ça déplaise à entendre pour certains qui sont complètement bloqués par rapport à ça. La voiture électrique aujourd'hui n'est pas du tout un inconvénient sur la neige, la glace et tout le reste, bien au contraire. Eh ben voilà. Eh bien, merci beaucoup Franck, et puis bon Trophée Andros. Alors, on aura sans doute l'occasion de se reparler. Ça finit quand d'ailleurs le Trophée Andros? Ça finira, il nous reste encore la manche d'Andorre, la manche de Lens-en-Vercors, on ira à Isola au début de l'année, et puis bien sûr on finira comme d'habitude chez Claude Michy à Superbès. Donc voilà, on aura vraiment de quoi faire, et ça sera retransmis sur Canal Plus Sport, les courses. Voilà, c'est que du bonheur ici et c'est du gros spectacle. Merci beaucoup Franck. Merci, et Sud Radio est une année de plus partenaire du Trophée Andros. Donc vous pouvez suivre également tout ce qui se passe en ce moment. On a par exemple les 21 et au mois de janvier, il y aura pas mal de dates. On vous redonnera tout ça. On a pas mal de réactions d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio, juste parce que ça fait partie du sujet. Stéphane a donné beaucoup de conseils également. Merci à Stéphane. Et puis il y a une question qui arrive, mais on en parlera d'ici quelques minutes. À suivre avec vous, évidemment, on continue de parler auto. Vous continuez de vous poser vos questions, soit sur la page Facebook, soit au 0826 300 300, avec la question auditeur qui arrive dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, ça nous fait plaisir. Alors quelques questions qui arrivent, on prendra le temps d'ici quelques minutes de les poser. La rubrique spéciale, les questions Facebook. Voilà, et vous pourrez en poser de plus en plus parce qu'on a des surprises pour vous à la rentrée. Alors, mais pour l'instant, on ne vous dit rien. Voilà. Chut, les garçons sont plus bavards que les filles. Tout de suite, c'est notre moment, le moment de la question auditeur, et on retrouve Franck Link qui nous rejoint. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Franck. Vous appelez d'où Franck? Vous êtes où? Alors j'appelle du Nord-Sarthe, dans un petit village de 300 habitants, un petit village médiéval qui s'appelle Bourg-le-Roi. Oh, c'est où ça? Oui, le Nord-Sarthe. C'est juste à côté d'Alençon. Ah, voilà. D'accord. En Normandie, là, on situe mieux, dans l'Orne. Alors non, on est en Pays de Loire, on est au bord de la Normandie. Et, et c'est un ancien Normand qui vous le dit. C'est pas le Alençon, le gros Alençon? Le Alençon de l'Orne, si, bien sûr. Ah, mais vous êtes en dessous. Voilà, ça y est, on est à 9 km d'Alençon, mais on est quand même en Pays de Loire. D'accord, voilà. Bien. J'aime bien les Pays de Loire aussi. Ouais, moi aussi, j'adore. Je pense que je finirai mes jours là-bas d'ailleurs. Très beau. Alors, on vous écoute, Franck. Alors voilà. Comme j'ai posé la question à Jean-Luc déjà, en septembre, on a fait l'acquisition d'une Sandero TCE 90. Donc une Dacia Sandero essence avec le moteur 3 cylindres 90, voilà, d'accord. Voilà. Et elle a dessus une boîte automatique CVT. Oui. Et donc, moi, je connais très bien les boîtes automatiques puisque je suis chauffeur routier, donc boîte robotisée maintenant sur les camions. Il n'y a que ça. Vous avez combien de vitesses d'ailleurs, tiens, sur les camions aujourd'hui? 12. Heureusement que c'est automatique, sinon vous passeriez votre temps à passer des vitesses. Mon papa était routier, il n'y en avait pas autant. J'ai connu l'époque des camions où on avait ce qu'on appelait les camions avec les boîtes à claques, on avait des boîtes 8 vitesses, ou alors après on avait aussi des boîtes, 12, mais là on passait des vitesses à la main, quoi, voilà. Ouais, d'accord. Bon, aujourd'hui vous occupez plus de rien. Donc vous avez acheté cette Sandero avec cette boîte Nissan, d'ailleurs, c'est une boîte Nissan. Ok. Et alors,
quand j'ai posé la question au vendeur, je lui ai dit, bon, moi je connais les boîtes auto, mais maintenant expliquez-moi, c'est quoi la boîte CVT? Est-ce que, alors comme j'ai dit, je me suis rappelé de ce que dit Jean-Luc. Est-ce que c'est la boîte qui a l'effet mobilette? Et comme j'avais un jeune vendeur devant moi qui avait une trentaine d'années, fallait lui dire l'effet scooter, parce que l'effet mobilette, lui, il savait pas ce que c'était, c'est ça? Et alors, j'ai vu ses yeux qui sont... Il m'a dit, c'est une boîte auto. D'accord, ah, ok. D'accord. Donc, je l'ai essayé, j'ai compris un petit peu quand même qu'il y avait cet effet-là, mais j'ai pas eu de gros détails dessus, comment fallait vraiment... puis c'est plus ma femme qui s'en sert de cette voiture-là. Moi, j'ai une autre voiture en boîte méca, mais donc j'aurais voulu avoir un petit peu plus de détails vraiment sur cette boîte-là. Écoutez, alors déjà, ce qu'on sait sur cette boîte-là, c'est qu'elle est fiable. Ça, c'est déjà un bon truc. Ensuite, elle a été plutôt bien adaptée pour la Sandero. C'est vrai que c'est agréable à conduire, vous en êtes rendu compte. À part le moment où vous êtes dans une côte, vous allez déboîter pour doubler votre camion. Tiens, par exemple, votre femme va vous dépasser, vous êtes dans votre camion, votre femme vous dépasse, ça monte un peu, là, elle va accélérer. C'est vrai que on a cette sensation d'emballement du moteur. C'est pas une sensation d'ailleurs, puisque le moteur va d'un coup prendre beaucoup de tours qui ne correspondent pas à l'allure de la voiture, et c'est ce décalage qui peut être gênant. Quand je dis moi l'effet mobilette, on a tous ou presque conduit des mobilettes ou des scooters. Quand on accélère, ça fait et puis ensuite ça accélère après. Alors j'ai 55 ans, donc j'ai connu les mobilettes. Ben voilà. La Peugeot. Mais rassurez-vous, on s'habitue assez vite. Et puis de toute façon, c'est vraiment que dans des phases d'accélération importantes. Autrement, pour le reste, une CVT, vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, une CVT est plus efficace en termes de rendement que plein d'autres types de boîtes. Pourquoi? Parce que quand vous allez accélérer et réclamer de la puissance, le moteur va monter tout de suite à son point de rendement. Et ensuite, la transmission va s'adapter. Et elle revient aussitôt. On voit bien, elle monte, et hop, dès qu'elle a atteint son pic, qu'elle est à ce qu'elle a désiré, quoi. Hop, elle revient, elle redescend dans les tours aussitôt, on voit bien. Il n'y a pas de... En plus, là, pour le coup, c'est la boîte qui fait tout. Vous avez à vous occuper de rien. Rien du tout. Donc, vous aurez la meilleure conso, en fait. Malgré ce que beaucoup pensent, c'est plus efficace en termes de consommation d'avoir une boîte comme ça. Je suis étonné, étant donné que moi, j'approche, je sais ce que c'est que de faire de la conduite éco, et je suis étonné, on fait des belles consos quand même. Si vous avez le pied léger, parce que si vous avez le pied lourd trop, évidemment, ça va consommer plus. Vous êtes à quoi là, en conso moyenne? 6,5 litres. Ah oui, vous êtes bon. Vous êtes bon. Parce que c'est avec ce modèle-là, on pourrait plutôt être au-dessus de 7. J'ai trouvé que c'était bien. Bon, bravo. En tout cas, Franck. Un tout petit truc dessus. Il y a la fonction L sur cette boîte-là, la fonction L. C'est pour le frein moteur. Si vous avez écouté Franck Lagorce juste avant, vous allez en montagne, vous descendez une route enneigée, vous mettez sur L. Voilà, vous avez plus de frein moteur. Sinon, c'est un des problèmes de la boîte CVT, c'est qu'on n'a pratiquement pas de frein moteur. D'accord. Revenez à la mobilette, vous n'aviez pas de frein moteur quand vous coupiez les gars. Si, il y avait les pieds. Oui, d'accord. Mais là, c'est la même chose. Vous mettez sur L pour avoir du frein moteur. Donc, dans les descentes, on met sur L. Super, Franck. Un gros câlin, un gros bisou. Merci. Et bonne fête de fin d'année. À vous aussi, bonne fête de fin d'année à tous les deux. Merci, un joyeux Noël. On vous embrasse très très fort. Allez, à suivre l'essai de la semaine. Et l'ami Jean-Luc est monté dans une Cupra Born. C'est à suivre. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant avec l'ami Jean-Luc qui va nous emmener au volant de la Cupra Born. Alors, une petite nouveauté d'ailleurs, sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous suivez en ce moment. Il y aura quelques extraits de cet essai filmé par l'ami Jean-Luc que l'on retrouvera sur YouTube, ceux sur qui la nous page regardent Sud Radio. avec l'image pourront voir la voiture. Voilà. Mais c'est plus un extrait. teasing. C'est un extrait. Voilà, vous aurez la version longue, toujours comme d'habitude, sur la page Facebook, YouTube de Sud Radio. Allez, on y va. La Cupra. Complet. La Cupra, c'est la marque sportive de Seat. Seat, ça fait partie du groupe Volkswagen. Donc, hop, on fait rapide. La Born, elle est électrique évidemment, puisqu'elle s'appelle Born, mais ça n'a rien à voir. C'est en fait une Volkswagen ID3 avec plus de caractère. Ça se remarque principalement au niveau de la ligne. C'est vrai qu'elle est quand même, on va le dire, plus jolie, avec des traits plus acérés. L'ID3, elle est plutôt fade. Voilà, c'est une voiture qui est dotée de série d'un châssis sport. Ça contribue aussi à avoir une assise plus basse, à ce caractère un peu plus dynamique de la voiture. La base technique, c'est la même. La longueur, 4,33 m, donc c'est une berline compacte, mais
petite dehors et grande dedans. Pourquoi ? Parce que l'empattement, il est très grand, 2,117 m, donc on a vraiment les roues aux quatre coins. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'espace à l'intérieur et on a un grand coffre qui fait 385 litres. C'est plutôt le top de la catégorie. Le traitement de l'habitacle est en accord avec l'extérieur. C'est un peu plus flashy que sur une Volkswagen. On aime ou on n'aime pas. Là, je vous laisserai seul juge. C'est pas mal, ce que je vois sur la page Facebook. Ouais. Bon, moi, ce que j'aime pas, c'est comme sur tous les autres modèles du groupe, c'est le recours à des touches tactiles un peu partout. Ça, je suis pas un grand fan. Faut passer par les menus de l'écran central pour la grande majorité des réglages. En revanche, vous avez plein de petits réglages pratiques, plein de petits rangements pratiques un peu partout. Bon, après, en roulage, ce qui me faisait peur, c'était le côté sport. Comme moi, dès qu'on me dit sport, je me dis, oulala, ça va pas être confortable. J'ai pris un modèle avec des roues de 19 pouces qui n'étaient pas les plus grandes. Et le confort, c'est une surprise, il est très correct. C'est-à-dire, le châssis sport ne dégrade pas. Il permet une toute petite précision de conduite supplémentaire, mais il ne dégrade pas le confort de la voiture. C'est plutôt bien. Il n'y a pas de multiples réglages pour la récupération d'énergie, il n'y a que 2 positions. On ne peut pas conduire avec une seule pédale. Mais ce qui est étonnant, surtout, c'est que cette version sportive, entre guillemets, offre la même puissance que la Volkswagen ID.3, c'est-à-dire 204 chevaux, 310 Nm de couple, mais 204 chevaux, 310 Nm, c'est quand même vachement bien. Ça veut dire que les performances sont très bonnes, mais c'est pas plus sportif qu'une ID.3. Les performances seront les mêmes. En fait, cette Cupra Born, elle est plus agréable à conduire gentiment que sportivement. C'est aussi le paradoxe. Elle est très silencieuse. J'ai mesuré 61 décibels à 110 km/h. C'est vraiment bien. Le record jusqu'à présent, c'est 60. Donc on n'est pas loin du record. Et puis le fait de rouler pas trop vite, comme c'est pas une voiture qui tend à vous faire rouler sportivement, ça permet aussi d'économiser sur la conso, parce que je l'ai trouvée un peu gourmande quand même. J'ai fait une conso et j'ai fait le record de consommation le plus bas, je tiens à le préciser. J'ai consommé 17,8 kWh au 100 km. On peut se dire tiens, c'est pas beaucoup, mais j'ai pas fait d'autoroute à 130, j'ai fait peu de voies rapides à 110, donc ça veut dire que avec la batterie de 58 kWh, le constructeur qui nous promet 424 km d'autonomie en cycle WLTP, il est un peu dans les choux. Dans la réalité, ce sera plutôt 320 km. 320 km, on peut recharger alors avec les bornes ultra rapides à 120 kW de puissance ou chez soi à 11 kW. Enfin, le prix, parce que Laurence, c'est ça qui vous intéresse, je le sais. Oui, moi je suis une fille, j'aime parler d'argent. 40 250 €, vous avez 6 000 € de bonus écologique quand même. Est-ce que c'est une bonne affaire par rapport à une Tesla 3, par rapport à une Volkswagen ID.3? Je préfère, voilà. Maintenant, il y a encore un gros caillou dans la chaussure de tous les constructeurs qui se lancent dans l'électrique, c'est la Tesla, parce que la Tesla 3, elle commence à 43 800 €, et franchement, elle est mieux partout. Voilà. Tout est dit. Voilà, merci beaucoup l'ami Jean-Luc Moreau. Alors je tiens quand même à vous féliciter, parce qu'avec Bastien, on regardait en même temps l'extrait, le teasing que vous avez mis sur la page de Facebook, du coup qu'on a pu suivre pendant l'émission, que l'on retrouve dans sa entièreté. C'est pas comme ça qu'on parle, mais en fait dans son parce que l'ensemble. L'essai fait 14 minutes. Voilà, donc, vous le retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Mais vous avez été raccord là entre vos explications et ce qui apparaissait à l'écran. Avec Bastien, on s'est dit, ce mec est un génie. On a de la chance. Allez, à suivre. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Non, vous êtes très fort, l'ami Jean-Luc. Allez, on va parler d'environnement, et ça c'est important également, parce que c'est un des grands rendez-vous de notre émission. Pourquoi notre voiture, consomme plus l'hiver? C'est une bonne question. Je suis d'accord. Vous l'avez remarqué? Oui, mais je chauffe plus. Non, mais ça n'a pas de rapport, parce que votre voiture, en fait, elle n'est pas électrique, donc vous ne consommez pas du carburant, entre guillemets, pour chauffer la voiture. Non. Non, alors déjà, pourquoi? Parce que quand vous allez démarrer, quand il fait très froid, l'huile, elle est plus visqueuse. Oui. Donc, comme elle est plus visqueuse, le moteur va forcer plus pour fonctionner. Donc, forcément, il va consommer un peu plus. Juste le temps de la chauffe. Oui, mais ça prend du temps pour monter une huile. Monter une huile en température, alors ça dépend des véhicules, mais il faut une vingtaine de kilomètres minimum. Vous voyez, donc ça veut dire que déjà pendant ces 20 kilomètres-là, vous avez une huile qui est moins fluide, donc le moteur va forcer un peu plus, il va consommer plus. Ensuite, quand le moteur est froid, alors vous avez un moteur essence. Si vous avez un moteur essence, le système d'injection va
enrichir le mélange pour faciliter le démarrage et maintenir le ralenti. C'était ce qu'on appelait autrefois le starter. Oui. Bon, il est automatique maintenant avec les systèmes d'injection. Bien, moi, avant. Mais voilà, mais vous allez avoir du starter. Donc du starter, ça veut dire un mélange plus riche, donc une consommation plus élevée. Sur un moteur diesel, bon évidemment, il n'y a pas de starter. Par contre, vous avez ce qu'on appelle des bougies de préchauffage. Et les bougies de préchauffage, c'est des éléments qui consomment beaucoup d'énergie électrique. Donc cette énergie électrique, elle n'arrive pas comme ça toute seule, voilà. Elle est fournie par l'alternateur de la voiture. C'est le Père donc Noël vous qui allez, arrivera du ciel. c'est ça. Vous allez solliciter l'hiver plus l'alternateur, ça veut dire consommation qui va augmenter. Donc déjà, voilà, il y a tous ces facteurs-là. D'accord. Après, il y a des autres facteurs physiques. Alors attention, Laurence, vous avez pris un Doliprane avant ? Je vous explique. J'ai peur. Alors on va prendre les moteurs essence. Les moteurs essence, alors c'est ce qu'on appelle fonctionne avec ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Ça veut dire quoi ? Je vous laisse, je reviens. Ça veut dire qu'il faut 14,7 kg d'air pour 1 kg d'essence. Pour avoir le mélange qui fonctionne parfaitement bien. Or, la densité de l'air, vous le savez, ça vous l'avez appris à l'école, change avec la température. De l'air sec et froid l'hiver est plus dense d'environ 10% que de l'air chaud et humide l'été. Donc, dans ces conditions, la consommation va augmenter naturellement à cause de la météo de 1,3% environ. Ça dépend. Ah oui, là, on va dans le détail, là. Quand la température grimpe, voilà, tiens, il y a le casque qui me lâche. Quand la température grimpe, l'essence aussi se dilate. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les degrés tombent, à l'inverse, elle se densifie. Donc, à volume d'essence égal, on consommera plus l'hiver que l'été. Et puis, une baisse de température, par exemple, de 25 degrés à 5 degrés, ça accroît jusqu'à 20% la consommation de carburant. Donc, ça explique effectivement l'hiver, quand on fait, quand on compare ces consommations l'hiver à l'été, on a parfois des grosses différences. Mais même moi, avec mon scooter, je vois très bien que l'hiver, je consomme 1 demi-litre de plus que l'été. Ça tombe mal. Sans changer ma façon de changer, de conduire, je veux dire. Ça tombe mal avec la hausse des carburants qu'on a eu en plein hiver. Il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est que les carburants sont formulés différemment entre l'été et l'hiver. Ah. Voilà, parce que l'hiver, il faut pouvoir les allumer plus facilement. Donc, on a des composés chimiques plus légers dans les carburants d'hiver que dans les carburants d'été. Et donc, c'est aussi ce qui va augmenter très légèrement la consommation. Donc, tous ces facteurs-là font que plus les températures sont basses, plus on va consommer. D'accord. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Eh ben, parfait. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Non, je sur suis le pas mélange sûre d'avoir tout mémorisé. Non, ça va. 14 litres d'air pour 14,7 voilà, kilos. Ça, c'est bon. On parle en kilos. Là. Ok. Ouais. D'ailleurs, un monsieur une fois me disait... 14,7 kilos, c'est à peu près ce que j'ai pris de Merci de me le rappeler. C'est pour ça que je consomme plus, moi aussi. Un monsieur, un jour, sur une autre radio, dans une autre vie, me disait, on parlait des émissions de CO2 qui sont liées à la consommation de carburant. Et lui, elle me disait, je comprends pas, parce que quand on prend la quantité de carburant consommé et qu'on regarde les émissions de CO2... vous émettez plus de CO2 qu'il y avait de carburant au départ. Oui, il oubliait un truc, c'est qu'on a 14,7 kilos d'air pour 1 kilo d'essence. Donc dans l'air, l'air il pèse pas rien, quoi. Et alors j'en ai pas l'air, mais la question est la suivante. On est sur un pourcentage de consommation totale avec toutes vos explications d'un peu plus de combien ? De l'ordre de 10%, de 5%? Aux alentours de 10%. Ouais. D'accord. Alors donc, évidemment, si on lève un peu le pied. Non, mais évidemment, si vous êtes sur autoroute et au bout de 100 km, vous aurez une surconsommation qui sera plus faible que dans les premiers. Si vous faites de la ville, la surconsommation est plus question, importante. On n'a plus le temps, la mince. Ah là là, oui, c'est ça que je voulais vous poser. Avant, les diesels, on disait qu'il fallait les laisser chauffer un peu. C'est plus le cas pour les nouveaux diesels. Aujourd'hui, sur les diesels modernes, les bougies de préchauffage peuvent fonctionner même quand la voiture roule. D'accord. Il y a plein de gens qui pensent que le préchauffage, c'est que pour le démarrage. C'est pour le démarrage, mais elle fonctionne aussi pour monter en température votre moteur, pour aider à la dépollution, par exemple. Mais est-ce que je prends le temps de faire chauffer mon moteur diesel? Non, ça sert à rien, c'est idiot. Vous démarrez, vous roulez. Ok, c'est parti. Allez, tiens, on roule d'ailleurs sur la question Facebook, c'est tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et donc, chronique question Facebook, puisque vous êtes nombreux à nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Chris qui nous dit, bonjour, je possède un RAV4 150 D4D 2009 sans FAP qui a 230 000 km. Tout est d'origine. Je devrais bientôt changer l'embrayage et les amortisseurs. Conseillez-vous de le garder ou de le remplacer? Et puis, après, il rajoute, est-il plus rentable de remplacer un véhicule? Voilà. Alors, le vrai problème qu'il va y avoir dans son cas, c'est qu'il n'aura plus le droit de circuler dans plein d'endroits bientôt.
Donc ça, est-ce qu'il va rentrer dans les grandes agglomérations ou pas avec sa voiture? Où il est, ouais. Voilà, donc ça c'est la première question, c'est ça. Ensuite, après, là je vais peut-être être un peu méchant, les moteurs Toyota, enfin les Toyota habituellement qui sont plutôt réputés pour leur fiabilité, le sont beaucoup moins quand on parle des moteurs diesel. Les moteurs D4D ont eu pas mal de problèmes. Tiens, il doit changer son embrayage, il y avait eu des problèmes de volant moteur et d'embrayage bimasse sur ces modèles-là. Bon, s'il doit le changer, c'est bien. Je sais pas combien de kilomètres a sa voiture. 230 000 après. 230 000, ouais. Il risque malheureusement d'avoir des gros frais à faire arrivé à ce kilométrage-là. S'il n'a pas déjà changé le turbocompresseur, il va falloir penser à le changer bientôt. Et puis les injecteurs sur ces modèles-là, comme je vous disais, on n'est pas dans la fiabilité des modèles essence. Donc mon conseil, ça serait plutôt que de commencer à faire des frais importants sur cette voiture, c'est de la remplacer. Voilà, alors il peut très bien reprendre, s'il fait beaucoup de kilomètres dans l'année, il peut très bien reprendre un diesel, mais un peu plus récent. Ça lui permettra de circuler partout et puis surtout d'éviter de faire des gros frais sur un véhicule qui vaudra pratiquement plus rien dans un an. Et puis s'il est amoureux du RAV4, il y a le nouveau Toyota qui est très beau et qui lui ressemble un peu. Il grossit de génération en génération, le RAV4. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a des modèles en dessous et Toyota va encore redécliner bientôt un petit SUV encore plus petit que le dernier qu'on a essayé, qui était le Yaris Cross. Ah, très bien. Oui. Alors le Yaris Cross, par contre, qui n'existe pas en diesel. On en a parlé. Puisque Toyota a abandonné, de toute façon, vous n'achèterez plus une Toyota en diesel. Toyota a abandonné le diesel. Enfin, en tout cas, pour les ventes en Europe. Exactement. En tout cas, si vous voulez acheter un gros pick-up en Afrique du Sud, il y a encore du diesel. Il nous l'avait annoncé, souvenez-vous, lors de la présence du Big Boss France. Non, mais il y a déjà un petit moment, je crois que c'est le premier constructeur. Et d'ailleurs, en janvier, on va continuer à inviter des Big Boss au féminin ou au masculin. Voilà, on aura le patron de Kia avec nous en janvier. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues déjà. Et en février, on aura le patron de Dacia. Alors ça, je sais que là, il y aura beaucoup de questions, puisque c'est la marque la plus vendue aux particuliers de Dacia. Ils ont fait très fort et tant mieux. Et puis moi j'aime beaucoup les Dacia. Ouais, non mais franchement c'est très bien. Le rapport qualité-prix aujourd'hui presque imbattable quand même. Ils ont fait très fort. Allez go. Dans quelques instants nous allons parler pneus. Parlons bien. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions. On les récolte et au standard au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas. Et là on va s'enchaîner avec vous parce qu'on aime bien et d'ailleurs on va rester enchaîné avec vous toute l'année 2022. Voilà, à vouloir trop en dire, je me trompe. Tiens, allez, je me tais. Ça va changer. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et comme nous pensons à tous ceux qui vont peut-être aller passer quelques jours du côté des sports d'hiver, des stations pour Noël, ou ceux qui habitent dans les régions très enneigées, vous avez décidé, l'ami Jean-Luc, de parler de chaînes et de chaussettes. Ouais, alors les chaînes et les chaussettes, c'est pas facile à dire. Les chaînes et les chaussettes. Remplacent-elles efficacement les pneus hiver et sont-elles des équipements complémentaires? Pour répondre à cette épineuse question, nous avons avec nous Xavier Pierre Jourdan, qui est président de Polaire. Bonjour Xavier Pierre. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est que Polaire rapidement déjà? Ce ne sont pas des sweatshirts Polaire. Non. Alors Polaire, c'est une société, on est le fabricant français des chaînes. Vous êtes le fabricant français des chaînes, oui, donc pour des grandes marques d'ailleurs. Alors on Michelin, fabrique effectivement pour nous, mais aussi pour Michelin, pour des sociétés aussi du secteur automobile évidemment. Et celles que l'on trouve quand on va les acheter, excusez-moi Jean-Luc, dans les équipementiers là, quand on va les acheter en tant que particulier, c'est vous également? Alors oui, on nous trouve aussi bien chez le concessionnaire, dans les centres auto, chez les pneumaticiens ou encore chez les grossistes. D'accord. Alors, est-ce que la chaîne entre la chaîne de mon enfance, ça veut pas dire que j'étais attaché dans la cave avec des chaînes, mais la chaîne que je mettais quand j'allais au sport d'hiver sur ma voiture à l'époque où fallait que je la pose sur la route, rouler dessus, c'était juste l'enfer. Est-ce que entre cette chaîne-là que j'ai connue étant plus jeune et les chaînes d'aujourd'hui, il y a eu une évolution? Il y a eu une transformation. Les chaînes dont vous parlez sont des chaînes plutôt des années 80. Aujourd'hui, les chaînes sont à montage automatique, à montage... Alors automatique, attendez, à montage automatique, c'est-à-dire je pose la chaîne, elle se monte toute seule sur la roue? Non, peut-être pas quand même. Quasiment. On a des chaînes qu'on peut poser sur la partie supérieure du pneumatique. Ensuite, on accroche sur un écrou de la roue et lorsqu'on va avancer, la chaîne va se monter automatiquement sur le pneu. Oui. Ah ouais.
incroyable. Ça c'est bien, parce que c'est souvent ça qui rebutait les gens des fois. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que, vous savez, on dit tout le temps, il faut s'entraîner à mettre les chaînes avant de partir. Personne ne le fait. Non. Et puis, comme par hasard, vous arrivez pour monter à la station, il fait nuit, puis c'est là qu'il se met à neiger, il fait froid, enfin, c'est juste l'horreur. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de monter les chaînes que celles qu'on avait il y a quelques années. C'est plus simple dans la mesure où on accepte d'apprendre à les monter. Bien évidemment, monter les chaînes avant de partir en séjour d'hiver, ça me paraît toujours important. Après, on a des produits intuitifs comme les chaussettes. Ce sont des produits qui se montent simplement et qui sont faciles à comprendre en tout cas. Alors réglementairement, quand est-ce qu'on doit mettre des pneus, enfin des chaînes ou des chaussettes? Alors déjà, est-ce que les chaussettes, elles sont homologuées comme des chaînes? Pas toutes. Il faut s'assurer que sur le packaging du produit qui est acheté, on trouve bien le logo B26 ou la phrase qui confirme que c'est conforme à l'arrêté de 85. Mais la plupart aujourd'hui des produits textiles qu'on trouve sur le marché sont conformes à cette disposition. Donc ça marche pour des chaînes. Hein. S'il y a les gendarmes et que j'ai des chaussettes homologuées, je peux mettre les chaussettes, j'ai pas besoin d'avoir en plus des chaînes. Tout à fait. D'accord. Est-ce que si j'ai des pneus hiver sur ma voiture, je suis obligé de mettre des chaînes quand même, quand on me demande de mettre des chaînes? Alors, l'arrêté de 85 prévoyait à l'époque le panneau B26, c'est le panneau bleu que tout le monde connaît avec la chaîne avec dessus. une chaîne dessinée, oui. Lorsqu'on rencontre ce panneau, les chaînes sont obligatoires et il n'y a que le cas où lorsque le panonceau pneu neige admis était en vigueur, qu'à ce moment-là, on avait le droit de monter des pneus. Avec la nouvelle réglementation et l'avènement des nouveaux panneaux, on va inverser la tendance, c'est-à-dire que par défaut, chaînes et pneus sont admis, et lorsque les chaînes seront obligatoires, on aura un panonceau chaîne obligatoire. D'accord. Donc c'est pas parce que j'ai des pneus hiver, faut pas que j'ai des chaînes dans mon coffre. Par exemple, quand on va en station. S'il neige pour aller en station. Exactement. Et pour passer l'école un peu haut qu'on a dans les Alpes, par exemple, on est parfois obligé d'avoir des chaînes en plus des pneus hiver. Deux chaînes ou 4 chaînes? Alors là, il faut se reporter à la notice de bord du véhicule. La plupart du temps, 2 chaînes suffisent. Et il faut s'assurer dans la notice de bord du véhicule si on a le droit de chaîner les 4 ou si on peut chaîner uniquement 2. Mais dans la plupart des situations, 2 chaînes suffisent. Question de fille, plutôt devant ou plutôt derrière? Alors ça dépend. Si vous avez un véhicule propulsion, ce sera à l'arrière exclusivement. Si vous avez un véhicule traction, ce sera à l'avant exclusivement. Et si vous avez un véhicule 4 roues motrices, c'est la notice de bord qui vous indiquera à quel endroit il faut monter les chaînes. D'accord. Est-ce qu'on peut chaîner tous les véhicules? Parce que souvent on voit écrit véhicule non chaînable. Alors, comme vous nous avez dit, les chaînes ont beaucoup progressé. J'imagine que vous avez travaillé sur ça. Effectivement, aujourd'hui, la notion de véhicule non chaînable, elle est rarissime. On a 2 ou 3 véhicules et pneus qui sont non chaînables aujourd'hui sur le marché. Ensuite, on devrait désormais parler de véhicules à chaînage particulier. Il est vrai que la plupart des véhicules aujourd'hui ont des solutions, mais pas forcément la chaîne de notre enfance, plutôt des solutions modernes. D'accord. Alors, même chose, hein. On a vu que la chaîne avait évolué, mais alors l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque une chaîne pour chaque véhicule. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument se renseigner sur quelle chaîne peut être montée sur son véhicule. La plupart des professionnels ont des bases de données de véhicules, pneus et la chaîne qui correspond. Autre question, la vitesse quand on est enchaîné? 50 km/h, c'est une réglementation qui est valable dans toute l'Europe. C'est important de le repréciser de toute façon. Et est-ce que c'est efficace sur le verglas, les chaînes? Les chaînes sont efficaces évidemment sur le verglas. Pour ce qui est des chaussettes aussi, elles sont efficaces sur le verglas. D'accord, il ne faut pas rouler ni avec les chaînes ni avec les chaussettes dans la mesure du possible sur une chaussée qui n'est pas enneigée ou verglacée. On est d'accord que sur le bitume, ça va les abîmer beaucoup plus. Oui. Oui, l'usure des chaînes et des chaussettes intervient majoritairement sur le bitume. Lorsqu'on roule sur la neige, on n'endommage pas ces produits. Question de Stéphane sur notre page Facebook. Y a-t-il des chaînes montables avec une main? C'est original, non. À ma connaissance, non. Non, voilà, Stéphane, vous pas avez... encore. Dernière question, Xavier Pierre Jourdan. Ça coûte combien aujourd'hui des chaînes? La fourchette de prix, c'est quoi? C'est de 59 à 350 € sur des automobiles. Sur des SUV, on peut monter jusqu'à 400 €.
Ah oui, quand même. La paire ou la paire. Non, la paire, oui. La paire. Quand même. Ah ouais, mais quand même. Ah oui, ça fait un investissement. Ça Puis en fait un plus, vrai budget. Alors, c'est un vous budget les gardez pas sécurité. pour votre voiture d'après. Il y a peu de chances en fait que vous puissiez même les monter sur le véhicule Et après. on peut en acheter d'occasion puisqu'on a... Ou non? Oui, aujourd'hui, ils vendent des chaînes d'occasion, ils vendent des chaînes sur les sites habituels et nous, on travaille de notre côté à des chaînes reconditionnées. Ah cool, eh ben bravo. Eh ben Super. formidable. Merci beaucoup Xavier Pierre Jourdan. Merci à vous, passez une bonne journée. Vous aussi, très bonne fête, puisque ça y est, la semaine prochaine, nous allons fêter Noël. Xavier Pierre Jourdan, président de Polaire, donc fabricant d'équipements hiver. Tout de suite. Fabricant français. S'il vous plaît, monsieur. Il faut le préciser. La dernière question, quelle auto choisir? Et ce sera la fin de notre rendez-vous. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous appelez d'où? Alors, nous sommes du nord de la France, du côté de Cambrai. Oh, on écoute Sud Radio, entre autres, sur le DAB+, dans les voitures, Voilà. facilement ou sur Région Internet. que connaît bien Laurence, puisque les bêtises, c'est son quotidien. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai commencé à faire de la radio à France Bleu Nord à l'époque. Non, je parlais pas de ces bêtises-là. Ah ben non, mais moi aussi, je commençais déjà à en faire aussi à l'antenne. Bon, on Jérôme. vous écoute, Jérôme. Oui, voilà. Alors, je vous explique. Mon épouse a eu malheureusement un accident à cause du verglas. Avec une voiture qu'elle chérissait, une Suzuki qu'elle avait personnalisée avec tout un tas de petits équipements. Et nous avons appris hier qu'elle était déclarée VEI. D'accord, Votre vous voulez que le dame. véhicule économiquement irréparable. Et votre dame, Ouais. ça va, pas blessée? Non, ça va. Il y avait un office avec. Bon, ça va. Quelques contusions, mais pas de blessure. Donc, bon, voilà. Il faut maintenant moralement se remettre. Et puis, surtout, il faut retrouver Il une faut voiture. trouver une voiture. Oui. Voilà, parce qu'on habite la campagne et donc on est obligé d'avoir chacun une voiture pour aller travailler. D'accord. Donc, mon épouse avait une shortlist qui était composée de la Yaris, la Mini Cooper, une BMW série 1 et puis toujours son petit amour de Swift. D'accord. Et c'est quoi le budget? Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est le budget en fait. Alors, le budget, on est à 15 000. Et en fait, en allant en concession, on peut avoir une neuve pour 17 000. Une neuve, mais Laquelle? Laquelle? Parce que pas la série 1. La Swift, pardon. Ah oui. La Suisse. Vous savez quoi, hein, Ouais. moi, franchement, de toutes Elle est celles top, que vous cette m'avez voiture. citées, esthétiquement, c'est la Swift que je préfère. Voilà, ça c'est le premier truc. Voilà. Ah, j'entends votre femme qui dit on est d'accord. Ouais, la Mini. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom, madame? Sonia. Salut Sonia. La Mini est chouette aussi La esthétiquement. Mini est chouette, mais c'est moins confortable. D'accord, Et ok. puis- La Mini, sincèrement, est superbe, mais sauf quand vous vous asseyez dedans. J'ai 4 enfants, dont 2 font pas loin d'1m90. Aïe. Donc vous avez tout compris. Ah bah, la Swift, c'est pas plus grand, Sonia. Non, mais c'est pas ça, il y a l'adore 4 en portes. esthétique, la Mini, mais franchement, une fois installée dedans, c'est un peu un enfer. À 17 000. Et en plus, pour avoir testé la nouvelle Swift, en termes d'équipement, Ah non, c'est bien. la Swift est phénoménale. Bon, bah, non, voilà, non, vous c'est avez bien. mon Puis en plus, réponse. le moteur, il marche super bien. Non, c'est bien. c'est une super voiture. Le concessionnaire vous dira surtout, faut pas mettre d'éthanol, mais c'est pas vrai. Alors, Bien, nous, parce c'est que- bon, en vrai. sur les conseils de Jean-Luc Moreau, pour le citer, Ouais. nous avions mis un boîtier éthanol Ouais. sur la Swift. Il y D'accord, a 3 ans. il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Aucun. Voilà. Et ben vous pouvez faire pareil sur la nouvelle. Hein. Même si Suzuki, j'en parle souvent hein, avec les dirigeants de Suzuki, ils me disent ah non. Voilà, ils avaient même fait passer une note dans le réseau en disant il faut pas. Mais alors, ça marche très bien. Côté C'est le garantie, paradoxe. Jean-Luc, parce que vous la Oui. vous Alors allez si vous la l'acheter- prenez neuve, vous prenez un risque. Hein. Eh ouais, ça c'est veut ça. dire que là, la garantie commerciale, elle passera par celle du fabricant de boîtier, la garantie. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, une question qui peut paraître idiote. Jamais, il le, n'y a pas de question idiote. le kit éthanol qu'on avait mis sur la précédente Swift. Est-ce que vous pouvez le récupérer pour le mettre sur celle-là? Il y a peu... Bah oui. Ouais, mais non, il y a peu de chance. Ouais, c'est ça. En fait, il y a peu de chance. Vous aviez quoi comme motorisation sur l'ancienne Swift? C'était le 1,3 litre. Ah oui, ah bah là, non, vous n'aurez pas le même moteur. Vous l'avez vu avec quoi? Le Booster Jet 1,2 litre là? Oui, c'est ça. Ah ouais, bah non. Malheureusement, ça marchera pas. Donc, on repart sur Par une contre, Swift. ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours essayer. C'était quoi la marque du boîtier? C'était Flexfuel. Eh ben, Flexfuel Energy, vous leur demandez s'ils peuvent vous reprendre le boîtier, parce que eux, ils peuvent le reconditionner, puis peut-être le revendre. Au moins, ça fera une... Ouais, vous pouvez leur demander. Si vous le reprennent 150 ou 200 euros, on ne sait jamais. Attention, elle est où bien la sûr. voiture accidentée, là?
Là, elle est chez le concessionnaire. Faites-le démonter. Voilà, faites démonter ça et voyez avec eux. Je pense qu'il y a, à mon avis, un petit truc à trouver avec eux. Donc, budget 17 000. Ah moi, la Swift, il n'y a pas d'hésitation. On est en occasion à 17 000 ou non, il est neuf. Non, en plus, on neuf, parce qu'on est en fin d'année et qu'ils nous font des promotions. Profite, tiens, je le dis parce que je profite des 30 dernières secondes pour dire c'est le moment d'acheter des voitures neuves parce qu'ils doivent faire leurs objectifs avant la fin de l'année. Et donc là, ils sont prêts à vous vendre les voitures sans gagner d'argent presque. J'adore. Là, ils nous les baissent de 2 000 € quand même. Oui, c'est pas négligeable. Allez-y. Cool. Je vous embrasse très très fort. Sonia, Jérôme, ravi d'avoir résolu votre problème. Hein. Prenez soin de vous, Sonia. Jérôme, prenez soin de madame, c'est important quand un homme prend soin de sa femme et inversement que sa femme prenne soin de son homme. Je vous embrasse fort et bonne fête de fin d'année. Vous n'êtes pas mon homme, mon Jean-Luc, mais je vais continuer à prendre soin de vous. On se retrouve pour Noël, il y aura une émission pour Noël. Prochain, voilà, je viendrai par Noël. Avec la barbe. C'est un peu tard pour la faire pousser. Non, ça va être juste. Je vous embrasse, bonne semaine. Merci à Bastien d'avoir réalisé ce rendez-vous. Où que vous soyez, où que vous nous écoutiez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une semaine tout de suite. C'est l'autre passion de ma vie, c'est In Vino. On parle vin avec l'ami Alain Marty.